Et donc nous allons passer à Sieur Alexandre Pelletier qui va nous rejoindre, donc qui représente Météo France. Et Alexandre, effectivement, nous allons partir plutôt sur le domaine du climat. Et donc tu vas nous présenter un outil de simulation climatique à haute résolution, un projet porté par Météo France, notamment sur les territoires ultramarins. Je te laisse la parole pour présenter tout ça. Merci. Alors plus précisément, je vais vous présenter non pas les outils de modélisation, mais les données et les services qui vont être mis en place par Météo France pour la Nouvelle-Calédonie. Donc je vais vous parler de ça. L'idée en fait, c'est de vous présenter en avant-première, parce que c'est pas encore disponible. Ça le sera d'ici la fin du mois, complètement. Donc on est parti du constat Météo France qu'il fallait disposer d'un ensemble de projections climatiques adaptées aux territoires d'outre-mer pour réaliser cette adaptation face au changement climatique. Oui, parce qu'en fait, on entend souvent dire que les territoires d'outre-mer sont les premiers, sont en première ligne face au changement climatique. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on a besoin de données, d'outils, d'informations pour y faire face. Et Météo France a toute confiance en la capacité des populations locales à utiliser ces données pour éclairer les politiques d'adaptation face au changement climatique. Donc il faut vraiment le voir comme un outil, comme des informations d'aide à la décision pour les collectivités locales. Donc comme je l'ai dit, les territoires d'outre-mer ont longtemps manqué de données de projection climatique adaptées à leur échelle. Donc il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, les sciences du climat ont fait d'énormes progrès dans la modélisation à des échelles très fines, puisque dans le cadre du projet CLIPSA, et puis également d'autres projets dont je parlerai tout à l'heure, on est passé d'une échelle de 200 km pour représenter les phénomènes atmosphériques à 2,5 km aujourd'hui avec le projet CLIPSA, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Donc on est capable de bien représenter, de mieux représenter les processus atmosphériques, climatiques, à des échelles vraiment utiles pour les populations. Et donc c'est vraiment l'objectif de ce projet qui est baptisé Socle Outre-mer, parce qu'il y a un projet Socle Métropole, qui a été mené par Météo France pour justement doter ces territoires de projections climatiques, de services de données. Et cette action, elle s'appuie sur une équipe pérenne, c'est-à-dire que moi, ça fait 20 ans, un peu plus, que je suis à Météo France, et c'est la première fois qu'on voyait ce qu'on appelle le plafond d'emploi, c'est-à-dire des créations d'emplois à Météo France. Jusqu'à présent, c'était plutôt moins d'emplois, moins de postes. Et bien là, il y a eu 12 agents qui ont été recrutés pour travailler dans le domaine de la recherche, du climat, des services, pour justement mettre en place ces outils, et notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. On va en parler tout de suite. Donc les résultats vont commencer à être diffusés sur le portail DRIAS, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc l'idée, là c'est un petit peu le déroulé de cette chaîne d'expertise qui a été mise en place. Donc déjà en agrégeant des simulations du climat de nos collègues australiens, néo-zélandais, en produisant des simulations régionales là où c'était nécessaire. On a fait un travail d'évaluation, de correction, et puis ensuite on a déroulé ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de rendre ces données accessibles, libres, et d'établir des diagnostics pour justement nourrir les politiques d'adaptation. Donc une des idées fondamentales des notions fondamentales de ce travail, c'est ce qu'on appelle la TRAC, la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc c'est peut-être un concept auquel vous n'êtes pas familier, ils le sont plus dans l'Hexagone. Donc pourquoi une trajectoire de référence ? Déjà parce qu'on constate des effets du changement climatique. Alors en Nouvelle-Calédonie, on sait que la température a augmenté de 1,3 degré au cours des 50 dernières années. On fait face à davantage d'épisodes de forte chaleur. On constate également
une diminution des pluies pendant le mois de juin. Donc c'est les signaux du changement climatique que l'on mesure déjà à toutes les échelles du globe et puis aussi au niveau de la Nouvelle-Calédonie. On n'est pas épargné. Ces évolutions, malheureusement, malgré tous nos efforts pour en limiter l'ampleur, eh ben, elles vont se poursuivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, bien évidemment. Il faut s'engager dans des politiques d'atténuation. Mais l'idée aussi, c'est de se dire que ces évolutions elles vont se poursuivre et qu'il va falloir essayer de trouver des stratégies pour y faire face et donc pour préparer les territoires. Donc c'est vraiment vu comme ces informations, ces données, c'est vraiment un guide. Voilà. Ce sont des informations qui sont mises à disposition pour préparer l'adaptation. Donc la TRAC, la trajectoire de référence pour l'adaptation face au changement climatique, donc elle est issue du gouvernement français. Donc c'est quelque chose qui est décidé au niveau national en France, qui ensuite va intéresser les départements ultramarins. Et pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, qui est une collectivité d'outre-mer sui generis, eh bien c'est de la compétence, je crois, de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est Myriam qui travaille au service météo de la Nouvelle-Calédonie, que vous connaissez, qui s'en charge pour le gouvernement. Donc cette idée de la TRAC, c'est de prendre en compte les engagements actuels des États en termes d'émissions de gaz à effet de serre, hein, qui sont un peu différents des objectifs nationaux d'atténuation. Et donc on a une approche vraiment pragmatique et on définit 3 niveaux de réchauffement qui sont associés plus ou moins à 3 horizons temporels. Donc ça permet de se projeter dans l'avenir, à 2030, à 2050 et à 2100, suivant les enjeux, la durée de vie, son activité, etc. Donc la TRAC indique le climat auquel il faut se préparer pour les décennies à venir. Et jusqu'à présent, les informations qu'on avait à notre disposition concernaient le monde. Donc le scénario au niveau mondial, il est de 1,5 degré en 2030, 2 degrés, 3 degrés. Ça, on va dire, c'est l'hypothèse de départ. Donc on est quand même loin de l'objectif de 1,5 degré actuel, hein. Là, on adopte vraiment une démarche pragmatique par rapport aux enjeux des activités qu'on va envisager. Et sur la France hexagonale et la Corse, la déclinaison de cette TRAC, de cette trajectoire à 3 degrés en 2100, c'est 4 degrés sur l'hexagone à l'horizon 2100. Donc c'est ça la TRAC en fait. Donc ça a fait l'objet de pas mal de recherches pour adapter les simulations par rapport aux observations et de se rendre compte que dans la France hexagonale, c'est pas 3 degrés comme au niveau mondial, la moyenne mondiale, mais c'est 4 degrés. Donc comment s'adapter pour cette méthode, elle repose sur quelques hypothèses. Elle repose sur le fait que, en fait, finalement, les 2 degrés, les 3 degrés, les 4 degrés, peu importe la trajectoire pour atteindre, quel que soit le scénario envisagé, hein, je ne sais pas si vous êtes familier de ces fameux scénarios SSP 1, 3, 7, 8, il y en a plein. Voilà, c'est un peu l'hypothèse, c'est qu'on fait fi un peu de cette trajectoire. Et on s'intéresse finalement peu aussi à la date à laquelle il est atteint. On imagine que pour certaines variables, eh bien, ça dépend peu de la vitesse à laquelle on atteint ce niveau de température. Donc bien évidemment, c'est pas très adapté. Par exemple, alors je ne sais pas si on devait étendre ça pour la Nouvelle-Calédonie, par exemple pour les coraux, bien qu'on atteigne 2 degrés en 2100, c'est pas pareil qu'en 2050, parce que bien évidemment, les coraux vont avoir du mal à s'adapter. Mais pour d'autres enjeux, eh bien, c'est tout à fait adapté. Les incertitudes, elles sont les mêmes que pour quand on a une approche en scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Bien évidemment, tout ça repose sur des modèles de climat. On n'a pas une connaissance parfaite du climat et de sa complexité. Et donc voilà, on est un peu, on fait face aux mêmes incertitudes.
Alors, je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés. Alors, je m'excuse tout de suite auprès, je ne sais pas s'il y a des collègues de Wallis et de Futuna, quelque part. Voilà, comme on dit, désolé, faka mole mole, c'est ça, comme ça qu'on dit, désolé. Désolé, je l'avais appris par cœur. Hein. Non, désolé, parce qu'en fait, dans un premier temps, jusqu'à cette année, donc les territoires sur lesquels on a travaillé, c'est la Réunion, Mayotte, Guyane, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie et les îles les plus peuplées de Polynésie. Personnellement, j'ai travaillé sur Wallis et Futuna, donc les données sont déjà prêtes, voilà, dans le cadre du projet CLIPSA. Mais voilà, l'objectif pour cette année, c'est de mettre à disposition les données sur ces territoires. Donc Réunion, Mayotte, Guyane, Antilles, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Et tout ça sous forme géoréférencée, comme on va le voir. Donc c'est vraiment des outils d'aide à la décision pour les homologues de Myriam dans ces différents territoires. Et voici un peu les premiers résultats. Donc les niveaux de trac ont été déclinés sur les différents territoires. Donc je vous rappelle, 4 degrés en 2100 à horizon fin de siècle sur la France hexagonale, et ça se traduit également en Nouvelle-Calédonie avec plus 3 degrés. Et finalement, on va dire qu'on suit le rythme mondial d'augmentation de la température. Donc, si on doit définir un plan calédonien d'adaptation au changement climatique, il pourrait se décliner comme ça, c'est-à-dire imaginer la Nouvelle-Calédonie à plus 2, plus 3 degrés. Ah oui, juste préciser, pour la Polynésie française et les Antilles, c'est en cours de calcul, donc ça devrait être disponible. Donc voilà comment ça a été décliné pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on a un ensemble de projections, de nouvelles projections climatiques réalisées dans le cadre du projet CLIPSA, donc à 2,5 km sur la Nouvelle-Calédonie et sur la Polynésie, ici. Donc vous avez ici le domaine Aladin sur lequel les simulations ont été réalisées à 20 km. Donc ça, c'est dans le cadre du projet CLIPSA, AFD, IRD, sur lequel on travaille encore toujours actuellement. Et puis il y a aussi, on a compilé un ensemble de simulations, il y en a à peu près 70 qui concernent la Nouvelle-Calédonie, entre ce qui est disponible avec nos collègues australiens, néo-zélandais. Donc on a un ensemble de simulations, et toutes ces simulations, en fait, elles ont été analysées, et pour n'en sélectionner qu'une quarantaine à partir de critères, voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que ces 40 simulations, elles n'ont pas les mêmes résolutions. On fait ce qu'on appelle une correction, une descente d'échelle, pour fournir des produits à 2,5 km sur la Nouvelle-Calédonie pour définir un jeu de données de référence à haute résolution. C'est ça vraiment la plus-value du projet SOCL Outre-mer, TRAC-NC. Donc pour les pluies et les températures, on a des données élaborées. Donc on a à peu près... donc on partait, par exemple, si je pars d'ici... donc le modèle Aladin, par exemple, lui, c'est 17 téraoctets de données sur les serveurs de Météo France. Ici, le domaine Polynésie et le domaine Nouvelle-Calédonie, c'est un peu moins de 10 téraoctets. Et de toutes ces données, on va extraire quelque chose qui atteint à peu près un niveau, on a à peu près quelques centaines de gigaoctets de données qui sont facilement utilisables et qui sont mis à disposition donc pour les utilisateurs, on va dire, un peu avancés, sur DRIAS, les futurs du climat, le site de référence de Météo France pour avoir accès aux données. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, donc premier trimestre 2026, on va mettre en place ces informations de manière synthétique à l'échelle des communes pour aider les décideurs locaux. Voilà. Pardon. Et je rappelle aussi, donc, dans le cadre du travail mené avec CLIPSA et aussi en concertation, donc c'est ma collègue Olivia qui a fait ça avec des acteurs du milieu agricole, des techniciens. Donc on a aussi défini des indicateurs sectoriels, il y en a 2, on va dire ce sont des démonstrateurs qui seront intégrés dans DRIAS et dans Climadiag. Ils concernent la culture d'une variété d'igname et la culture d'une variété de pommes de terre. Donc pour savoir un peu comment ça pourrait évoluer face au changement climatique. Donc ces données ensuite, donc, comme je le disais, seront disponibles sur le site Climadiag Commune.
Donc, sur le site Climadiag Commune, donc ce sera des formes synthétiques pour les décideurs, pour le grand public, on va dire. Et puis le portail DRIAS pour les géomaticiens, pour un diagnostic plus approfondi avec un accès aux données numériques, alors sous forme de fichiers CSV ou de fichiers, un format un peu, on va dire, plus scientifique qui s'appelle le format NetCDF, mais qui est facilement importable dans ArcGIS. Je vais vous le montrer tout de suite. Il y a aussi des cartes interactives, un FAQ, une hotline. Vous pourrez nous contacter via ce portail à cette adresse. Donc les premiers résultats pour la Nouvelle-Calédonie, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est l'évolution des températures, la traque calédonienne, donc avec une hausse des températures à plus 3 degrés, dans un monde à plus 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport à notre référence 91-2020, on peut s'attendre à une augmentation de plus 2,1 degrés suivant cette trajectoire. Donc là, je vous ai extrait, donc là, c'est vraiment des données toutes fraîches qui ont été produites la semaine dernière. On a une évolution du nombre de jours chauds donc sur la Nouvelle-Calédonie. Donc sur la référence, c'est, je vous le rappelle, 91-2020. Donc vous avez le nombre de jours chauds, donc avec une température maximale supérieure à 32 degrés, comme hier et comme aujourd'hui, par exemple. On dépasse les 33 degrés. Donc vous avez ici l'évolution du nombre de jours entre 0 et 200 jours par an en moyenne. Donc vous voyez ici qu'on reste quand même sur des niveaux relativement faibles. On voit à peine sur la côte ouest des nombres un peu plus importants. Et puis, à mesure qu'on considère des niveaux de réchauffement de plus en plus élevés, eh bien, on voit que la côte ouest, notamment, se réchauffe beaucoup plus vite que la côte est. Donc ça, c'est la médiane de l'ensemble des simulations. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui apparaît, c'est un signal, une disparité géographique entre ce qui se produit sur la côte est et sur la côte ouest. Voilà, donc ça, c'est un premier résultat intéressant et qui peut ensuite être mis en valeur. Donc là, par exemple, on a accès aussi aux données relatives à l'incertitude. On a une distribution statistique des différentes simulations. Donc ici, voilà, entre on va dire plutôt des valeurs, des faibles, une hypothèse basse et une hypothèse haute à horizon 2100. Voilà. Et puis ensuite, après, on peut s'amuser avec ces données, comme elles sont intégrables dans ArcGIS. Là, je me suis amusé, alors c'est pas du tout pertinent ce que j'ai fait, peut-être que les gens, Steven, vont peut-être bondir, parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais donc là, j'ai extrait de la BD Topo NC les zones bâties, et j'ai vu qu'il y avait deux types dans la table attributaire. Il y avait tribus et urbains, et donc j'ai regardé l'exposition de ces zones bâties. Il y en a 2219 zones bâties répertoriées en 2024. Je les ai soumis à 3 niveaux de réchauffement différents. Et on voit comment tout ceci évolue. On peut faire un distinguo suivant les types. Voilà. C'est juste pour vous montrer qu'avec ces données qui seront téléchargeables sur le site, on pourra faire pas mal de choses intéressantes. Et notamment, je pensais aux collègues de la province sud tout à l'heure sur la potentialité agricole. Et ça peut être tout à fait intéressant. Et voilà ce que j'ai pu faire rapidement. Il y aura d'autres résultats qui seront disponibles, parce qu'on est en train d'un peu de tout dépouiller. Mais voilà en gros tout ce qui peut être fait avec cette masse de données. Il y a de quoi s'amuser ou s'adapter plutôt. Oui, c'est pas très drôle en fait. Donc la suite, c'est la mise à disposition dans les prochaines semaines. Donc nous, ce qu'on vise, on va dire, c'est au 15 décembre. C'est la date qu'on a visée. Mi-décembre pour la mise à disposition sur DRIAS, et puis premier trimestre 2026 pour la mise à disposition sur Climadiag Commune. Et donc toujours en lien avec nos collègues, avec nos partenaires de CLIPSA, on pousse un peu pour aussi valoriser un peu les résultats de CLIPSA, notamment sur les cultures tropicales. On voudrait faire un Climadiag, non pas commune, mais Climadiag agriculture peut-être. Donc ça aussi, ça dépendra
des utilisateurs et des remontées qu'on aura sur y intégrer plus de variétés d'igname, de patates douces, bananes, et pourquoi pas aussi la production fourragère pour l'élevage bovin. Voilà, donc continuer à co-construire ces nouveaux services climatiques. Il y a une base pérenne d'agents de Météo France à Toulouse et puis à Nouméa en Polynésie pour justement participer à ces évolutions et puis pourquoi pas intégrer aussi directement les données sur GeoRep. Voilà. Et je n'oublie pas bien sûr Wallis et Futuna, objectif 2026, voilà, mais on va y arriver, c'est prêt. Les données sont prêtes en tout cas. Les données sont prêtes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Alexandre. Alors j'imagine que vous fourmillez de questions peut-être à poser à Alexandre. C'est vrai que le projet CLIPSA, on en a quand même entendu parler. On voit déjà les résultats qui commencent à remonter. Et là c'est vraiment on va dire l'industrialisation de CLIPSA. C'est ça. CLIPSA a fourni un peu de matière première, mais là vraiment c'est Socle Outre-mer avec la force de frappe de Météo France en fait, voilà, pour produire des solutions utilisables, des services pour les décideurs. Ouais. Et donc c'est bien dans Socle qu'on va retrouver, tu disais, les 70 autres finalement voilà, sources. on en a 40, qui ont été sélectionnés. Alors 40 ou 30, tu as dit 30 tout à l'heure. J'ai dit 30, non c'est 40. Okay. C'est 40 simulations qui ont été sélectionnées. Et donc c'est ça qui est libre d'accès et puis dont on fait la synthèse aussi en mettant en avant ces indicateurs. Alors, question de la salle, c'est à vous, mais bien sûr, alors là, tu as chatouillé Steven, regarde, il lève le crayon. Merci Charlotte. En tout cas, merci parce que c'est vrai que c'est des données qui sont attendues, notamment actuellement il y a des travaux qui s'appellent, dans le cadre de l'État a programmé une démarche dans le cadre du Lab 2051 qui concerne justement des travaux sur la question du bioclimatisme. Et effectivement, on se rend compte dans les territoires ultramarins que le climat, c'est des questions de microclimat. Et donc effectivement, de pouvoir disposer grâce à CLIPSA et vos travaux de données à ce niveau-là, ça permettra de faire un aménagement et des constructions qui tiennent compte de l'atténuation et qui réduisent l'impact grâce au bioclimatisme. Moi, j'ai une autre question, mais là qui est liée à une autre casquette, puisque je suis membre de l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques, l'AFPCNT, que je suis le représentant pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez regardé par rapport aux données, parce que plus 3 degrés, si on l'associe au taux d'humidité, on peut arriver sur un risque climatique dont on parle peu, mais qui est quand même un des plus dangereux pour l'espèce humaine, qui est donc la relation chaleur-humidité. Et là, en Nouvelle-Calédonie, si on arrive à 3 degrés de plus, on frôle la viabilité du territoire. Donc je sais bien que les gens qui s'intéressent au climat ont un peu tendance à créer de l'anxiété, mais en tout cas, si on a des données qui commencent à alerter pour 2100 et comme on est qu'en 2026, ça nous laisse un peu de temps pour quand même se mettre dans un processus d'accélération. Oui, des actions. Alors comme je disais, là c'est tout frais, donc effectivement ça fait partie des choses qu'on pourra regarder plus en détail. L'habitabilité justement par rapport à ces questions en termes de température et d'humidité. Aujourd'hui on va dire comme données élaborées qui ont été corrigées de biais, on a pluie et température. Effectivement ça sera intéressant dans un deuxième temps d'aller regarder l'humidité et de regarder les effets combinés de la température et de l'humidité effectivement sur la pratique sportive, le travail en extérieur aussi, parce que peut-être qu'il faudra mettre en place une réglementation justement pour s'adapter à ces températures particulièrement élevées. Donc ça va chambouler nos vies, c'est sûr, et il va falloir s'adapter, et c'est justement pour ça qu'on met à disposition ces données. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, on est là à votre écoute pour recueillir vos besoins en termes de modalités de mise à disposition, d'indicateurs, de choses qu'on devrait regarder plus en détail. C'est ça notre plus-value par rapport. Moi, j'ai peut-être une petite question sur le Climadiag. Tu disais 2026, ça sera mis à disposition des décideurs. Oui. Est-ce qu'on aura bien en fait finalement la prise en considération des communes calédoniennes et même de Wallis et Futuna par exemple? Alors sur Climadiag commune, donc il y a les 33 communes de la Nouvelle-Calédonie. Sur chacune des communes, on aura une synthèse en fait de l'évolution de la température, de différents indicateurs. 2 indicateurs
sectorielles qui concernent l'agriculture, donc un tubercule tropical, donc l'igname, une variété, et puis la plus utilisée et la plus consommée, et puis une variété de pommes de terre, voilà, pour justement mettre en avant la culture de deux systèmes agricoles, un système vivrier, l'igname culturel même, mais là en l'occurrence ce qu'on a pris c'est un igname à vocation culinaire, et puis la pomme de terre, puisque la Nouvelle-Calédonie, justement il y a des enjeux de sécurité alimentaire, et on consomme beaucoup, peut-être trop de pommes de terre, mais voilà, en tout cas c'est l'idée de regarder un peu comment ça pourrait évoluer à horizon 2100. Voilà. Question de la salle? Ah, il y en a il y en a deux. Alors j'en prends deux d'un coup et on va essayer de rester dans les quelques minutes qu'il nous reste. Bonjour, Roman de Scorail, Province Sud. Une petite question là sur l'évolution de la température. Pour moi, dans mon esprit, on pense toujours en pic de chaleur, mais est-ce que ça peut être des hivers plus doux sans que ça soit des étés caniculaires? Alors, ça c'est une très bonne question. Là aussi, on regarde ça de près, de regarder si cette évolution se traduit par un même niveau de hausse en hiver ou en été. J'aurais envie de dire que malheureusement, tous les mois sont concernés. Donc on va voilà, le climat de la Nouvelle-Calédonie à horizon 2030-2050 sera un climat plus chaud, hiver comme été, et justement avec une augmentation, si on prend comme standard ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de canicule, avec une augmentation des épisodes de forte chaleur, des épisodes plus intenses, plus fréquents. Voilà. C'est malheureusement ce qu'on... Oui. Oui, c'est Thibaut. Encore une fois, je suis très curieux du coup de voir la grosse différence côte est, côte ouest. Alors en hydrologue, je sais qu'il pleut plus sur la côte est aussi. Mais est-ce qu'il y a des facteurs anthropiques qui ont pu être dégagés, sur lesquels on pourrait infléchir quelque part pour corriger un peu le tir? Est-ce que ce travail-là a été rapproché un petit peu avec l'intelligence artificielle disponible sur ArcGIS, par exemple? Est-ce qu'il y a des travaux dans ce genre-là qui peuvent être... Intelligence artificielle, enfin en tout cas moi ce que je peux garantir, c'est que ce travail-là il est garanti sans intelligence artificielle. C'est qu'avec de la vraie intelligence, non j'exagère, mais enfin sans IA générative en tout cas. On utilise l'IA, cela dit, version deep learning pour faire des émulateurs mais ça c'est plus, on va dire, pour 2026, pour essayer de déployer justement, essayer de mieux cerner les incertitudes par rapport à nos projections, parce qu'il faut voir que quand on mène un travail comme celui qu'on a mené, c'est plusieurs dizaines de téraoctets de données. Et justement, avec l'apprentissage profond, on peut essayer de réduire ça par un facteur 100 en 1000. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt. Mais là encore, il faut que ce soit avec beaucoup de frugalité, quoi, parce qu'on est vraiment attaché à avoir un impact le plus faible possible, justement à Météo France par rapport à, voilà, vous imaginez tous ces calculs sur le supercalculateur, c'est beaucoup d'énergie, un bilan carbone qu'il faut être capable de maîtriser. Donc, et le recours à l'IA, en tout cas à l'IA générative, il faut qu'il soit le plus parcimonieux possible, quoi. Merci, un grand merci en tout cas Alexandre pour ces réponses et cette présentation. Ça veut dire qu'on va attendre aussi l'année prochaine pour voir comment sont utilisés de nouveau l'ensemble de ces données et notamment les outils que Météo France met à disposition des territoires.